Bonjour, je m'appelle Marion Bassy, je travaille pour Communication Jeunesse et aujourd'hui je suis avec Pierrette Dubé. Bonjour Pierrette. Bonjour Marion. Alors Pierrette, vous êtes née à Valleyfield en 1952 et vous avez effectué des études en lettres et en traduction. Vous travaillez quelque temps pour un magazine, puis comme traductrice pour le gouvernement canadien. Parallèlement, votre carrière d'auteur débute puisque vous écrivez d'abord des nouvelles avant de plonger dans la littérature jeunesse. Votre premier album paraît en 1988. Il sera suivi par de nombreux autres ouvrages dont certains se sont mérités des prix. Le prix du livre M. Christie en 1996, le prix Québec Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse en 2007, le prix des libraires du Québec en 2015, le prix Peuplier en 2018. Pierrette, vous écrivez depuis de nombreuses années et continuez de perdurer dans le temps grâce à vos livres qui rencontrent toujours leur public. Comment le monde de l'édition québécoise a changé depuis ses débuts et trouvez-vous qu'il y a une plus belle place faite aux femmes en édition de nos jours? J'ai publié mon premier livre, je pense que c'est 1988, et je dirais que le changement le plus important, c'est sans doute le nombre de maisons d'édition a beaucoup augmenté. Là. Il y a une abondance de maisons d'édition jeunesse, en particulier, peut-être que c'est plus frappant dans le domaine des albums, ce que j'ai fait surtout au départ et ce que j'ai fait plus de manière générale. Si je me rappelle bien, là, au début des années 90, qui faisaient de l'album, il y avait La Courte Échelle, il y avait les éditions du Raton Laveur, peut-être quelques autres maisons, mais c'était vraiment très, très limité. Là, c'est quand on commence à regarder sur Internet, là, j'ai fait l'exercice ce matin justement sur le site de Communication Jeunesse, on voit à quel point il y a une abondance de maisons d'édition qui font du jeunesse. C'est sûr qu'on est content que c'est un milieu qui bouge beaucoup, qui se fait beaucoup de très belles choses. C'est sans doute plus facile d'être publié parce que si on envoie des textes à 2 ou 3 maisons, bon, on a 2 ou 3 refus, ça s'arrête là. Là, on a quand même un beau choix de maisons d'édition. Par contre, une fois qu'un texte est accepté, c'est certain que le nombre d'exemplaires vendus risque fort d'être plus réduit parce que la tarte est toujours la même grosseur, mais la pointe de tarte diminue si l'offre est tellement grande que forcément, c'est plus difficile de vendre beaucoup d'exemplaires, sans doute que ça l'était à l'époque dans les années 90 ou même au début de 2000. Vous travaillez la sonorité des phrases de vos livres et l'on remarque souvent des rimes, des allitérations dans la manière dont vous élaborez votre texte. Parlez-nous de votre démarche d'écriture et d'où vient votre goût pour cette musicalité. J'ai souvent des commentaires à ce sujet quand je raconte des enfants dans les classes et puis les enfants remarquent des rimes ou le professeur leur fait remarquer. Et puis souvent, quand les enfants m'interrogent à ce sujet-là, je leur dis c'est un peu comme si j'avais une machine à rimes dans ma tête. Donc, c'est quelque chose que je fais assez naturellement quand j'écris des albums. Là. Je fais pas vraiment un effort pour me dire je vais faire des rimes. Bon, ça vient naturellement. Par contre, la rime, je trouve que c'est quelque chose dont il faut pas abuser non plus. Il faut jamais que la rime ait préséance sur le sens. Il faut pas que la rime ait l'air tirée par les cheveux. C'est parfois mieux qu'il n'y ait pas de rime du tout puis que le sens soit respecté. Et puis, même quand il n'y a pas de rime, je trouve ça important qu'il y ait une certaine musicalité, probablement parce que les albums en partie sont souvent lus à haute voix. Alors, je pense que c'est plus agréable à entendre. Il y a un petit côté qui ressemble à une chanson quand il y a une musicalité dans le texte. Vous avez écrit des livres de toute taille, de tout genre, de tout sujet, des fables, des romans adolescents, des albums illustrés, des séries. Comment aborde-t-on les différentes formes de récits? Est-ce qu'il y a un genre que vous chérissez particulièrement? Je suis plus à l'aise avec les albums, probablement parce que j'en ai écrit davantage. Quand j'ai débuté, c'était un choix qui s'est fait pour des raisons pratiques parce que, bon, à l'époque, mes enfants étaient jeunes, j'avais un autre travail en parallèle, donc j'avais peu de temps pour écrire et puis l'album, ça permettait de rentrer l'écriture dans une période plus courte, là, par exemple, écrire pendant les vacances d'été, écrire la fin de semaine. Donc, c'était pour une raison de commodité au départ, mais finalement, à force d'en écrire, je me rends compte que je sais comment écrire un album maintenant. Je connais la technique, si on peut dire. C'est l'art de la concision. Écrire un album, il faut toujours tenir compte du nombre de mots, il ne faut pas dépasser. Donc,
Il y a des contraintes, mais une fois qu'on les connaît, ça va. Ce qui est agréable quand on écrit un roman ou un texte plus long, c'est qu'on a une plus grande liberté et on peut se laisser aller. Tandis que dans l'album, on a toujours cette contrainte de l'espace, et puis il faut penser à l'illustration et tout. Alors que dans le roman, on a une plus grande liberté finalement sur ce plan-là. Ce que vous me dites, ça m'amène à ma question, c'est quel genre vous conseillerez à quelqu'un qui veut commencer à écrire de la littérature jeunesse? Je dirais commencer par ce qui vous attire. Parce qu'il est bien possible que vous vous sentiez à l'aise d'écrire une petite histoire courte, puis ça veut dire que ce qui est bon pour vous. Il peut arriver aussi que, au contraire, il y a des auteurs qui sont des auteurs vraiment d'expérience, qui font du roman depuis des années, qui ne se sentent pas à l'aise pour écrire des albums. Et l'inverse est vrai aussi. Par contre, quand on écrit des albums et qu'on débute, là, il faut être conscient du fait que je pense que c'est plus difficile de faire accepter un manuscrit d'album que de faire accepter un manuscrit de roman. Ah oui. Parce que ça demande plus d'investissement de la part de l'éditeur, de l'investissement en temps, parce qu'il faut qu'il trouve un illustrateur qui planifie tout le travail là, de graphisme, de mise en forme qui est plus complexe pour un album. Et puis, un investissement aussi sur le plan financier, parce que ça coûte beaucoup plus cher faire un album. De toute manière, quand on débute, il faut avant tout miser sur la qualité, puis espérer qu'on va réussir à sortir notre épingle du jeu de cette façon. Suivre son intuition. Oui, sans doute. J'ai remarqué que vous vous amusez beaucoup à prendre des lieux communs dans vos albums, des clichés, et à les inverser, les déconstruire. Je pense à vos 2 livres, Comment devenir une princesse ou Comment devenir un chevalier en 5 jours, où les qualités habituelles de ces types de personnages liés au genre ne sont pas ceux à quoi on s'attend, ou encore votre livre La poule vengeresse, ou la petite fille qui perd sa maman et pas l'inverse. Alors, expliquez-nous votre goût pour la déformation, l'inversion. Comment vous viennent ces idées? Quand je lis, j'aime bien qu'il y ait un élément qui me surprend. Donc, c'est peut-être ce que je recherche quand j'écris aussi. J'aime bien que dans un récit qui peut être assez quotidien, là, par exemple, l'histoire de Maman s'est perdue, bon, une petite fille qui se perd dans un centre commercial, c'est quelque chose de banal. Si la petite fille se dit « Ah, maman s'est encore perdue », elle a l'impression qu'elle a perdu sa mère et non l'inverse. Là, on fait entrer un élément qui est un peu déstabilisant, puis je pense que l'humour vient souvent de cet effet déstabilisant. Oui, et c'est vrai qu'on est souvent surpris quand on lit vos histoires. Vous personnalisez souvent des concepts tels qu'une moustache, le sommeil, Dame crotte de nez. Qu'est-ce qui fait un bon personnage pour vous et comment trouvez-vous leur nom? Je pense que ce qui fait un bon personnage, c'est qu'il réussisse à établir un lien avec le lecteur. Le lecteur peut le trouver sympathique, antipathique, drôle. Il faut que ce lien-là existe. En fait, il faut que le personnage soit assez vivant pour que le lecteur s'y intéresse. Les noms, des fois, c'est simplement parce qu'ils sont évocateurs de la personnalité du personnage. Rosie, pour une petite truie, c'est comme naturel, c'est un petit cochon, c'est rose. Bon, Flic, pour un chien détective aussi, c'est naturel. Dans certains cas, c'est pour la sonorité. Par exemple, Bob le boa, c'est comme naturel qu'un boa s'appelle Bob. Bon, ça se dit bien. Parfois, c'est par contraste, comme par exemple de donner un nom qui fait très sérieux à un personnage fantaisiste. Par exemple, dans la saga des 3 petits pois, les petits pois s'appellent Réal, Jean-Jacques et Donald. Puis là, c'est des noms un peu vieillots, alors que c'est des petits pois qui ont l'air plutôt drôles. Vous êtes une vraie magicienne et vous changez souvent l'inanimé en animé. Là, on parle des petits pois, mais il y a les mannequins maléfiques. Est-ce que vous inventez souvent des vies aux objets, aux choses? Je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant à donner vie à des objets. Je pense en particulier, j'ai vraiment un très, très court roman, Les Sœurs Pantoufles, qui mettent en scène une paire de pantoufles, finalement, qui sont dans l'histoire des sœurs jumelles. Quand on écrit, c'est assez drôle de se mettre dans la tête des pantoufles et de se dire quelles sont les émotions ressenties par une pantoufle qui est dans un magasin sur une tablette et personne ne l'achète, par exemple. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est assez proche des enfants parce que les enfants font ça beaucoup. L'attachement aux objets va être accompagné d'un peu ce genre de personnification, comme par exemple avoir le sentiment que son ourson, elle se sent seule si on l'a abandonné pendant un certain temps. Et moi, ça m'amuse. Bon. Peut-être que c'est mon côté encore un peu enfant. Mais justement, en fait, vous amenez très bien ma prochaine question parce que justement, quand on lit vos romans, on vous sent si proche de la réalité des enfants et des adolescents, de leurs questionnements, de leurs comportements. J'imagine que vous observez ce qui se passe dans leur vie.
Alors, comment vous restez proche de leur réalité? Est-ce qu'il faut être bonne observatrice? Oui, probablement. Ben, en fait, j'ai eu 3 enfants, donc j'ai baigné dans les enfants pendant, pendant plusieurs années. Mes enfants ont eu des enfants à leur tour. J'ai 6 petits-enfants. Et puis, bon, je fais à l'occasion des rencontres dans les écoles. Ça me permet aussi de voir les réactions des enfants. Par contre, pour l'instant, je me sens pas à l'aise de dépasser, mettons, le niveau fin primaire, début secondaire, parce que je connais moins les adolescents d'aujourd'hui. J'ai eu des enfants qui ont été adolescents, mais c'est quand même un peu loin. Puis le langage des adolescents, leurs intérêts, c'est vraiment lié à une époque. En fait, mes petites filles les plus vieilles ont 13 ans, donc c'est à peu près là que je m'arrête pour l'instant. En fait, ça va évoluer avec l'âge de vos petites filles. Peut-être, c'est pas impossible. Et ma dernière question, Pierrette, qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas autrice? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ça? À mon âge, je le formulerais autrement. Je dirais plutôt qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'étais pas autrice, parce que, mettons, mes projets d'avenir sont quand même plus limités que si j'avais 20 ans, là. Je pense que j'aurais pu faire un autre métier qui est lié à l'écriture ou aux mots. Bon, il y a eu la traduction, ça pourrait être de la rédaction d'autres natures. Ça pourrait être un travail lié aux livres comme libraire, bibliothécaire, mais je suis pas sûre que je serais une bonne bibliothécaire parce que je suis pas assez ordonnée. Puis, ou un domaine lié aux enfants, enseignante, par exemple. C'est quelque chose que j'aurais aimé. Donc, je dirais, là, mes 3 principaux intérêts, ce seraient les mots, les livres, les enfants. Donc, écrire pour les enfants, ça rejoint tout ça. C'est à la fois les mots, les livres et les enfants. C'est le meilleur de tous les mondes. En tout cas, on est bien content que vous n'ayez pas une autre vie que la vôtre. Merci, c'est gentil. Écoutez, Pierrette, je vous remercie beaucoup d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Contente de cette rencontre. Merci bien.